Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Miguel. Bienvenue dans les entretiens de Synergie Mag. Nous accordons beaucoup d'attention à notre santé physique et nous prenons généralement soin de notre corps. Mais qu'en est-il de notre santé mentale, de notre esprit, de notre âme, de nos pensées et de nos émotions? Pourtant, être bien dans sa tête est tout aussi essentiel qu'être bien dans son corps. Aujourd'hui, de nombreux jeunes adultes font face au stress, à l'anxiété et à la dépression dans le monde actuel. Pour éclairer ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Logos Curtis, psychiatre, qui partagera avec nous son analyse et son expérience clinique. Merci d'être avec nous. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour Monsieur Logos Curtis. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avant de plonger dans le sujet, nous aimerions nous intéresser tout d'abord à vous et à votre métier. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours? Avec plaisir. Bonjour aussi à tous et toutes qui écoutent. Je suis assez content de pouvoir aussi répondre à ces questions parce que c'est un sujet qui est très important pour moi, mais aussi l'équipe avec qui je travaille. Donc je suis, comme vous l'avez dit, psychiatre et psychothérapeute depuis bientôt 15 ans. Et je suis aussi responsable d'une unité à Genève qui est l'unité de psychiatrie du jeune adulte qui se destine notamment aux questions dont on va aborder aujourd'hui. Et puis accessoirement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je suis aussi enseignant à l'université dans le domaine de neurosciences et de psychiatrie. Pour mon parcours, donc j'ai un père américain et une mère suisse. J'ai fait l'essentiel de mon parcours en Suisse, un peu à différents endroits, puis à Genève depuis le cycle. Et j'ai aussi fait mes études de médecine ici en Suisse où assez rapidement je me suis intéressé au domaine clinique qui s'intéresse au cerveau, neurologie, neurochirurgie, psychiatrie. J'ai fait avant mes années cliniques un doctorat en neurosciences ici à Genève avec un passage à Strasbourg et par la suite je me suis spécialisé en psychiatrie et psychothérapie ici à Genève et je travaille dans le domaine des jeunes adultes depuis un peu plus de 20 ans aussi. Donc c'est quelque chose qui m'a intéressé très tôt dans mon parcours. Les entretiens de Synergie Mag. Comment décrirez-vous votre métier à quelqu'un qui ne connaît pas la psychiatrie? Alors, je vais rester sur la version simple de la réponse parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire ce que c'est la psychiatrie, mais la version simple, la psychiatrie, c'est la branche de la médecine qui s'occupe des troubles psychiques pour finir de détecter, diagnostiquer tout ce qui va sous cette catégorie de troubles psychiques et de trouver des réponses, des traitements à ça, en sachant que il y a différentes formes de traitement. Le psychiatre en particulier s'intéresse aux traitements biologiques comme la médication, mais aussi et en particulier en Suisse, c'est important de le souligner, aux approches psychothérapeutiques et psychosociaux qui donnent tout un éventail de réponses possibles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir psychiatre? C'est une question d'une certaine complexité. J'ai passé par différentes phases, c'est assez intéressant. Donc, étonnamment, je trouve des racines de l'intérêt assez tôt. Donc déjà, enfant, très jeune, j'étais fasciné par nos cerveaux, par comment fonctionne la conscience, comment on est en rapport avec le monde et les autres, avec plusieurs domaines qui m'ont intéressé. C'était même entre physique, sciences informatiques et médecine. Pour finir, j'ai plutôt choisi la médecine avec, comme je viens de le dire, un premier intérêt plus dans des choses un peu plus basiques, fondamentaux en neurosciences. Donc j'ai fait pendant 4 ans à Genève un doctorat sur un sujet assez éclectique qui était les récepteurs nicotiniques. Et puis j'hésitais encore entre neurologie et psychiatrie et j'ai commencé, c'était tout début de ce siècle, à la psychiatrie et ça m'a tout de suite mordu. Donc c'est quelque chose où la clinique, la manière qu'on est en rapport avec les patients, les difficultés rencontres et puis les moyens qu'on a pour aider, ça m'a séduit. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je me suis senti aussi utile dans ce métier et je suis resté, je suis encore maintenant aujourd'hui. Les entretiens de Synergie Mag. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Beaucoup de choses, mais ce qui est en haut, donc surtout en tant que thérapeute, en tant que psychiatre, je pense à la connexion et le lien qu'on fait avec nos patients, pour nous, nos jeunes patients, et le moyen que ce lien nous amène à pouvoir utiliser notre expertise et nos connaissances pour aider, pour qu'ils s'en sortent. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant dans ce métier. C'est un privilège aussi. Alors, pour moi, comme je dis, j'ai aussi quelques autres fonctions. Donc le fait de diriger une unité, pour ça, c'est la même chose, mais sous une perspective plus fonctionnelle. Donc de pouvoir réfléchir même quels sont les meilleurs systèmes, on a les meilleurs moyens de s'organiser en équipe pour aider les jeunes. Et puis, j'ai quand même envie de le mentionner, j'ai beaucoup de plaisir à enseigner. Donc c'est un peu en lien avec cette connexion, mais de transmettre le savoir, les connaissances, les compétences aux futures générations, que ce soit dans le domaine de la psychiatrie ou plus largement les neurosciences et les neurosciences cliniques.
Et pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier? Je pense vraiment le plus difficile, c'est en lien avec ce que je disais avant, donc avec cette connexion qu'on a, déjà, parfois on est confronté à des réussites qui sont pas tellement des réussites, donc on n'arrive pas à aider, ce qui est très difficile. On est aussi beaucoup confronté à des souffrances qui peuvent être énormes de nos jeunes, et c'est pas évident du tout. Il faut trouver les moyens de naviguer ça. Donc ça, je pense que c'est de loin ce qui est le plus difficile. Après, il y a des choses secondaires, mais qui sont peut-être moins gênantes par rapport à ça, qui est certainement, pour beaucoup d'entre nous, ce qui est le plus compliqué dans ce métier. Comment gérez-vous le stress ou les émotions fortes liées à votre travail? Déjà en parlant, donc on suit nos propres conseils, donc c'est important de mettre des mots sur ce qui est difficile pour nous, que ce soit autant en équipe, donc j'ai le privilège de travailler en équipe, donc ça aide, et puis même dans l'entourage, autour de l'animal, même si il faut aussi garder un peu des limites entre sa vie professionnelle et privée, à mon avis. Et puis je fais de mon mieux aussi d'avoir une vie équilibrée, donc aussi d'avoir d'autres choses, que ce soit avec la famille, avec des activités, avec d'autres intérêts, pour garder cet équilibre. J'ai récemment commencé à m'intéresser à un art martial avec le Bojutsu. Donc je fais tout seul, puis c'est un petit moment de détente, de curiosité. Donc c'est un exemple de petites choses aussi qui contribuent à notre équilibre. Les entretiens de Synergie Mag. Nous allons maintenant nous intéresser à la santé mentale des jeunes adultes. Comment définiriez-vous la dépression et l'anxiété? Il y a pas mal de définitions différentes. Alors, je vais pas les décliner, mais il y a des définitions entre guillemets académiques qu'on trouve, par exemple, dans les manuels, où c'est une série de symptômes qu'on recherche, que le clinicien va rechercher avec un impact de ces symptômes, avec une temporalité, avec des conséquences, une réflexion. Mais j'ai quand même envie de donner une définition beaucoup plus simple que j'apporte souvent avec les étudiants, les familles, les jeunes, surtout avec ces troubles que vous évoquez, la dépression et l'anxiété, qui, d'une manière simple, c'est pour finir des accentuations pathologiques d'humeur ou de ressenti naturel qu'on a. Ou une manière très simple de comprendre la dépression, c'est une tristesse pathologique. C'est une tristesse qui va trop loin, qui prend trop d'ampleur. Et puis la nuance, c'est pour finir, mais qu'est-ce qui est pathologique? Qu'est-ce qui fait que c'est trop loin? Donc ça, c'est tout un débat. Et l'anxiété, c'est très analogue, c'est une peur pathologique. C'est un peu cette notion de peur qui va trop loin, qui devient problématique. Donc ça, c'est peut-être des définitions très simples qui sont un départ de compréhension de ces troubles. Quels sont les signes qui peuvent alerter sur un début de troubles psychologiques chez les jeunes adultes? Il y en a beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, c'est des signes qui sont pas forcément très spécifiques, qui peuvent être une première manifestation, une première alerte. Ça peut être souvent juste la notion qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça peut être le jeune qui a un mal-être, qui dit qu'il y a quelque chose qui est différent, qui est pas normal pour moi, même si c'est pas très clair pour l'expliquer. Ça peut être souvent l'entourage aussi qui remarque qu'il y a quelque chose qui, de nouveau, ne va pas et est difficile. Parfois, c'est un peu plus proche des troubles qu'on évoque. Donc, je sens que je suis trop triste ou je sens que j'ai trop d'anxiété, ou pour d'autres troubles, c'est d'autres choses. Et parfois même, il y a des jeunes qui vont commencer à s'intéresser à des diagnostics particuliers parce qu'ils leur parlent. Un autre aspect au niveau des signes, ça peut être en lien avec ces difficultés plus psychologiques qui émergent, c'est un peu les conséquences. Donc, une conséquence, mais qui souvent voit très tôt, c'est l'impact sur le fonctionnement social. Un des plus fréquents, c'est juste l'isolement. C'est qu'on accentue pour finir ce retrait par rapport aux autres qui n'est pas forcément même voulu. Donc parfois, ils le subissent comme conséquence d'autres choses, et puis un impact sur le fonctionnement plus large. À l'école, ça va moins bien. Au travail, ça va moins bien. Dans la famille, c'est plus compliqué. Toutes ces différentes choses peuvent être les premiers signes ou les premières manifestations d'un trouble qui commence à émerger. Les entretiens de Synergie Mag. Quelles sont, selon vous, les principales causes qui fragilisent la santé mentale des jeunes aujourd'hui? C'est intéressant parce que c'est des questions qu'on se pose, même si on n'a pas forcément l'impression qu'on a, en tant que thérapeute, un impact énorme sur ces causes. Donc, ce qui est en filigrane dans votre question, et je pense que vous le savez, mais je l'évoque quand même, c'est on se pose particulièrement ces questions parce qu'il y a une augmentation. Un peu partout dans le monde. En Occident, nous-mêmes, moi, on est plus sensible parce qu'on dit, mais c'est quelque chose de partout. Ce qui est aussi intéressant, je le cite quand même si certains collègues disent que ça fait un moment, c'est la pandémie du Covid. C'est pas que c'est forcément ça qui explique tout, loin de là, mais cette augmentation graduelle qu'on constate des troubles psychiques, particulièrement chez les jeunes depuis des années. Ce qui est intéressant avec la pandémie du Covid, c'est qu'on a vu une augmentation assez spectaculaire à ce moment-là. Donc, dans une structure comme la nôtre de l'unité psychiatrique du jeune adulte, quand on compare pour un canton où il n'y a pas forcément une augmentation particulière de la population, avant et après les mesures de confinement du Covid, on a vu un doublement, 2 fois plus de consultations des jeunes pour à peu près les mêmes problèmes.
Donc du coup, ça nous donne un indice sur quels sont les facteurs qui est. Donc je peux en citer certains, c'est des réflexions sans avoir des idées précises de qu'est-ce qui est plus important que d'autres. Il y a des facteurs de stress. J'ai un petit avantage d'avoir déjà un certain âge, donc c'est aussi une expérience personnelle de voir entre il y a 20 ans en arrière et maintenant pour finir. Qu'est-ce qui est important pour les jeunes, comment ils le vivent? On a quand même l'impression que pour finir, la pression qui est vécue par les jeunes est plus importante maintenant. Donc il y a à la fois des attentes qui sont plus compliquées, la manière de naviguer la société, et des choses plus larges aussi, comme le changement climatique qu'on évoque souvent, qui devient quelque chose qui est très pesant pour beaucoup de jeunes. C'est pas pour rien qu'on a des termes depuis maintenant quelques années comme l'éco-anxiété, donc ça devient un phénomène en soi. Des choses comme l'immigration, le mouvement des populations qui devient plus important, et puis comme moi, vous lisez les nouvelles, vous voyez les choses, on a quand même l'impression que la manière même que notre monde nous est présenté, surtout pour les jeunes, est plus stressant, plus difficile, moins optimiste que par le passé. Et c'est pas moi en tant que vieux qui dis ça, parce que les vieux souvent disent c'était mieux avant, mais c'est même le discours que j'entends des jeunes par rapport à avant. Donc ça, c'est un facteur, c'est les pressions. On va quand même mentionner les écrans. Et de manière plus large, la technologie de la communication, les réseaux, tout ça. Donc, bien sûr, on a toujours une évolution de la manière dont on utilise des outils, comment on communique entre nous, mais on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose dans cette technologie-là, que cette interface qui contribue à ça. Alors, il y a des études de plus en plus claires qui ressortent, qui montrent un lien, surtout chez les jeunes et même les très jeunes, les adolescents, et l'utilisation des écrans excessifs, donc au-delà de plusieurs heures, et puis une augmentation assez nette dans ces populations de jeunes des troubles psychiques. Donc c'est pas pour rien qu'il y a des pays, je cite l'Australie, c'est assez récent, qui commencent à prendre des mesures par rapport à ça, puisque les évidences sont suffisamment claires. Quand on se pose la question, qu'est-ce qui fait que, c'est en lien avec un autre facteur qui semble s'accentuer, c'est l'isolement. C'est pour finir, parfois ces écrans, c'est pas la technologie en soi, mais c'est le fait que c'est au détriment de contacts directs, humains, de voir quelqu'un, de parler avec la personne, de toucher. Et ce type de contacts qui sont diminués semble contribuer de manière assez importante à l'augmentation des troubles. Et c'est un des facteurs à laquelle on lit beaucoup d'importance quand je parlais de cette explosion des demandes lorsqu'il y a le Covid aussi. Voilà, pour finir, on a imposé au sociétal un isolement très important. Et pour finir, beaucoup d'entre nous, comme psychiatres, c'est ce qu'on interprète. On a vu des conséquences très nettes sur la population. Peut-être une autre chose que je voudrais dire, c'est intéressant parce que c'est un facteur à double tranchant, c'est l'attention à la santé mentale de manière générale. Donc là aussi, même moi, dans mes petites 20 ans d'expérience, je vois une différence que surtout les jeunes sont plus attentifs à ça. C'est une thématique à laquelle on accorde plus d'importance. Il y a un côté positif à ça, c'est la déstigmatisation. Donc on se permet de se poser plus facilement des questions qu'avant et du coup, on va aussi peut-être consulter un peu plus facilement qu'avant. Donc sur ce côté-là, je dirais que c'est un côté positif de dire les personnes qui en ont besoin, s'ils sont un peu moins inhibés à l'idée de consulter, c'est un plus. Mais le côté peut-être moins positif de ça, c'est quand on va trop loin. Quand on se pose trop de questions par rapport à la santé mentale et puis pour finir, on se complique la chose ou un surdiagnostic et surtout si on reste de notre côté avec ces questions sans chercher des réponses, du coup, ça peut avoir un impact paradoxalement négatif sur la santé mentale. C'est quelques réflexions sur des facteurs sociétaux qui expliquent ce changement qu'on voit au niveau de l'importance de ces troubles chez les jeunes. Les entretiens de Synergie Mag. Est-ce que l'entourage peut impacter aussi la fragilisation de la santé mentale des jeunes adultes? Par exemple, un jeune qui a vécu dans une famille toxique, abusive, ça, par exemple, ça peut fragiliser aussi sa santé mentale. Bien sûr, il y a plusieurs choses. Vous évoquez la notion plus large de trauma aussi, donc ce qui est quelque chose de très personnel aussi. Donc pour finir, le trauma sous une composante sociétale, et ce qui est important de le dire, c'est pas forcément la chose spectaculaire, violente qui est visible. Donc ce qui est important, c'est le vécu. Donc effectivement, des relations abusive, la moquerie même à l'école, le bullying, sans parler évidemment des agressions physiques, sexuelles et autres. Donc toutes ces choses, bien sûr, contribuent à la vulnérabilité de quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même très individuel. Pour certaines personnes, ça prend beaucoup d'importance et d'autres qu'on va décrire comme plus résilients sans trouver des moyens de gérer ça. Mais bien sûr, c'est un facteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait que quand on a des jeunes qui ont ces événements traumatiques au niveau relationnel, ils sont malheureusement quand même plus à risque de développer des troubles que ceux qui l'ont moins vécu. Après, plus spécifiquement par rapport au réseau, il y a aussi le côté pour finir le trauma ou pour finir des abus ou un mode relationnel qui est vécu comme toxique pour la personne. Il y a le pendant plus positif, c'est à quel point l'entourage peut aussi être une source pour la personne et même très tôt. Donc c'est un facteur préventif si pour finir c'est une source de relation plutôt nourrissante, plutôt rassurante pour la personne qui permet de développer une résilience. Donc la famille est très importante dans ça, mais même l'entourage plus large aussi. Et ça rejoint un peu cette question qu'on évoquait avant de qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile. Quand on est isolé, c'est plus compliqué.
Quel impact ces troubles peuvent-ils avoir sur la vie quotidienne, le travail ou les études? Alors énorme. De nouveau, ça dépend de l'individu, mais une dépression, un trouble anxieux peut rendre les choses que vous évoquez impossibles. Donc nous ici, à l'unité psychiatrique du jeune adulte, ce sont des jeunes qui sont là, pas uniquement à cause du trouble, mais parce qu'ils se trouvent bloqués dans leur parcours de vie. Ils ne sont plus aptes à pouvoir continuer des études ou avoir un travail ou même des relations. C'est très important à ce moment de trouver des réponses à ces choses. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que c'est un lien de causalité qui est quand même bidirectionnel dans les deux sens. Parce que, par exemple, si je prends l'exemple de dépression, une dépression peut faire qu'on a de moins en moins les moyens de voir les autres, d'aller à l'école si on va à l'école, mais du coup, ça va avoir un impact sur l'évolution du trouble. Le fait de moins voir les gens, le fait de pas pouvoir aller à l'école, de vivre ça surtout comme un échec, du coup, va souvent, très très souvent, accentuer la dépression. Donc c'est ces cercles vicieux dans lesquels les jeunes peuvent se trouver au niveau d'un trouble psychique et l'impact sur leur fonctionnement. Les entretiens de Synergie Mag. Quelles sont les approches ou traitements qui fonctionnent le mieux pour aider les jeunes adultes? Heureusement, on a beaucoup. Je parlais avant quelque part du privilège de travailler honnêtement, donc on a beaucoup de moyens. On peut pas trouver réponse à tout. Premièrement, on essaie quand même de privilégier les approches qui ont démontré une efficacité. Donc il y a certains où on est très sûr de l'efficacité parce qu'il y a des études, parce qu'il y a notre expérience, et d'autres un peu moins, et d'autres où pas du tout. Un autre point que j'évoquerai, c'est que c'est très important de personnaliser ces approches. Donc on n'a aucun trouble, aucune problématique, une solution à tout pour tout le monde. Et ça, c'est un peu l'enjeu du clinicien, c'est de trouver le lien entre l'individu, ses difficultés et les réponses qui conviennent pour cette personne. Alors parfois on a des choses qui nous alertent sur qu'est-ce qui est plus intéressant ou pas, et parfois il y a quand même un peu d'essai, en suivant souvent aussi la personne. Au niveau des différentes catégories thérapeutiques, donc sans aller dans le détail de tout, il y a 3 grandes catégories qui nous permettent de réfléchir, qui sont aussi le bio, le psycho et le social. Donc c'est le modèle biopsychosocial. Donc ce qui est biologique, c'est par exemple les médicaments, qui à notre connaissance agissent au niveau du cerveau, puis d'autres approches aussi qui vont cibler surtout le fonctionnement cérébral. Il y a tout ce qui est psychologique, donc le fonctionnement intérieur. Beaucoup les psychothérapies, pour l'essentiel, travaillent sur ça. Et les Américains appellent la psychothérapie souvent talk therapy. Donc c'est des choses souvent, même si c'est pas systématique, vont se médier par la parole, donc l'échange par la parole avec ces thérapeutes. Et puis tout ce qui est social aussi. Donc ça peut être des choses comme des groupes thérapeutiques aussi, profiter des autres, veiller à son fonctionnement social, ou par exemple des choses plus fonctionnelles comme on disait. Donc quelque chose à laquelle on attribue aussi l'importance au niveau individuel, c'est aider la personne à réintégrer aussi ses cercles de base, retrouver, même en étant encore avec un trouble psychique, un fonctionnement, retourner à l'école. Ça fait partie de la thérapie. C'est pas quelque chose qu'on dit, mais attendez que vous soyez mieux, faut vous orienter à l'école, ou attendez que vous soyez mieux pour faire d'autres choses. Donc souvent, le fait d'avoir aussi ces approches sociales va aider la personne à récupérer. Il y a aussi ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale, le TCC. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Alors, la thérapie cognitivo-comportementale, ça se trouve que c'est l'orientation dans laquelle je suis formé. Donc, les psychothérapies, il y a une multitude d'orientations différentes et ça va plutôt décrire quel est déjà le modèle de compréhension qu'on a par rapport au trouble et puis les outils qu'on va pouvoir utiliser et proposer. Juste par exemple pour citer, donc en Suisse, d'autres courants de psychothérapie qui sont très fréquents, mais c'est la psychanalyse qui est peut-être une des plus anciennes sous les structures actuelles ou par exemple la thérapie systémique qui s'intéresse beaucoup au système dans lequel les personnes sont et souvent travaille avec les familles. Alors pour revenir à la question de base de la thérapie cognitivo-comportementale, alors l'essentiel est déjà dans le nom, ça travaille sur les cognitions et le comportement. Donc pour finir, de vraiment voir avec les patients, mais quelles sont vos pensées, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à des situations et faire le lien avec ce qu'on ressent et ce qu'on agit. Donc un petit exemple, par exemple pour la thérapie de la dépression, donc c'est très simple, de voir avec la personne, mais pour finir, si vous vous sentez triste toute la journée, mais qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire à ce moment-là qui alimente ou est conséquence de cette tristesse et du coup comment ça induit un changement de votre comportement. Par exemple, des choses qu'on peut voir, c'est que la personne se rend compte qu'ils ont des pensées très dévalorisantes. Je suis en train de passer la journée à dire que je vaux rien, que je suis nul, qu'il n'y a pas d'espoir, et du coup, ça sape toute motivation et je ne fais rien. Ça nous donne des portes d'entrée, mais comment est-ce qu'on peut changer ça sur différentes choses? Donc ça, c'est une vision très simple et simpliste du TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, qui est proposée à beaucoup de nos patients, mais de nouveau, dans cette individualisation, c'est pas forcément quelque chose qui convient à tout le monde. Pour d'autres personnes, peut-être une autre forme de psychothérapie qui va être plus adaptée pour eux, et puis pour d'autres personnes, c'est même pas la psychothérapie, que c'est d'autres approches qui vont s'avérer plus adaptées pour eux. Les entretiens de Synergie Mag. Le soutien de la famille, des amis ou de l'entourage est-il important? Très important.
Alors, certaines personnes ont la chance d'avoir plus que d'autres, donc on travaille avec ce qu'on a en point de vue thérapeute. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des données scientifiques assez claires sur ça. Donc on sait que pour les jeunes où il y a, et même en amont d'un soutien, c'est même juste une implication de la famille dans leurs soins, qui sont au courant, qui savent un peu ce qui se passe, c'est quelque chose qui peut avoir un impact assez important sur le pronostic, sur le devenir de la personne. Et puis aussi sur la base de ce qu'on entend des jeunes. S'il y a quelque chose que j'entends souvent des jeunes, c'est qu'ils souhaitent que leur entourage comprenne ce qu'ils ont, mais aussi, même forcément en avant d'aider, ce qui n'est pas toujours, mais juste qu'ils comprennent, qu'ils puissent un peu savoir ce que je traverse. Donc c'est une question qu'on m'a posée systématiquement, et aussi d'aider les jeunes à avoir, pour finir, ce sentiment de compréhension et de soutien qui est un facteur important. Quels conseils pratiques donneriez-vous pour préserver sa santé mentale au quotidien? Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait dire dans les détails, mais pour essayer dans les grandes lignes, pas forcément dans l'ordre. Alors, je dirais déjà être à l'écoute de soi-même, ce qui est pas toujours évident. Donc, je sais essayer de donner un sens à ce qu'on ressent, à ce qu'on pense, aussi de faire des liens. Par exemple, de comprendre si je me sens mal, est-ce que c'est juste comme ça, est-ce que c'est en lien avec quelque chose que je suis en train de vivre. Je donne beaucoup d'importance à l'échange. C'est quelque chose de difficile avec nos patients, c'est de parler, de mettre des mots sur ces questionnements qu'on a, et ça nous permet aussi de déjà identifier est-ce qu'il y a des besoins ou pas, et puis savoir où solliciter. Donc souvent ça commence justement avec notre entourage. Chercher un équilibre aussi. Donc ça c'est juste un peu voir est-ce que je suis en train d'investir mon énergie là où c'est le plus utile pour moi dans ma vie. Ça rejoint un peu l'écoute, de savoir ce qui est important pour soi. Et puis peut-être dans l'échange et l'écoute, je mettrais aussi s'informer sur ça un peu plus que possible. Mais ça c'est une question un peu dangereuse parce que on peut avoir des informations utiles comme pour avoir des informations pas si utiles que ça. Donc aussi peut-être élargir un peu d'où on s'informe. Et puis le dernier point très important qu'on dit, c'est pas hésiter à demander de l'aide. Et si j'insiste sur ça, c'est que encore hier, j'ai vu une jeune, j'en vois tous les jours, en visite, et on a discuté beaucoup de sa difficulté à demander de l'aide. Il y a eu un diagnostic pour finir de trouble bipolaire, puis juste le fait de dire, j'ai besoin d'aide, j'arrive pas à gérer tout seul mes difficultés, c'était tout un chemin pour arriver à ça. Donc c'est un dernier point important pour sa santé mentale. Les entretiens de Synergie Mag. Selon vous, la santé mentale est-elle assez reconnue dans notre société? Oui et non. Ça, je crois que je l'évoquais avant. Oui et non. Donc, je trouve en tout cas qu'on en parle plus. C'est bien. Et même les jeunes en parlent beaucoup. À titre d'exemple, on trouve justement des questions au niveau de notre unité en interface avec différents acteurs dans le canton. Comment faire que des jeunes puissent le plus facilement accéder à l'aide dont ils ont besoin, à s'informer. Et puis, il se trouve, par exemple, je suis médecin, je suis à la faculté de médecine, on discute avec la faculté de médecine. Et puis, il y a depuis maintenant quelques années, au sein de l'association des étudiants de médecine en Genève, une branche spécifique pour la santé mentale. On est un peu qu'on parlait à peine de ça. Donc, ça prend de l'ampleur avec tout ce qui va de bien avec ça, de pouvoir sensibiliser tout le monde, y compris les jeunes, donner de l'information. Le côté où je pense qu'on a encore de la marge pour s'améliorer, c'est la spécificité de cette information. Donc, aider les personnes à trier l'information utile de l'information pas utile. Et puis, il y a quand même une question qui reste, c'est, même si on parle plus à la santé mentale, c'est que les personnes, et moi, je suis un biais pour les jeunes, puissent être orientés le plus rapidement possible sur ce qui est utile. Donc ça va, ces questions de, même si j'ai l'information, quelles sont les barrières encore pour vraiment demander de l'aide ou accéder. Donc si je pense être déprimé, puis je m'informe en lisant sur Internet toutes les moutures possibles de comment ça peut se présenter, pour finir, je souffre et je pense que je suis déprimé, mais je vais pas plus loin, là on n'est pas si bon que ça. Donc c'est un peu aussi cette partie-là de pouvoir avoir une société où c'est pas compliqué de demander les pertinentes. C'est là on a une marge d'amélioration à mon avis. Que pourraient faire les écoles, les universités ou les entreprises pour aider à prévenir les troubles psychologiques? Là, on est en plein dedans, dans notre unité, donc c'est une question, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on se pose au niveau de la prévention. C'est nous-mêmes, on se dit, on peut pas tellement être uniquement dans l'attitude de dire, on a une consultation, on a que les gens, puis on attend uniquement que les personnes viennent nous voir, et justement, dans les structures que vous évoquez, comme les sites d'apprentissage, d'éducation, les écoles, les universités, les endroits de travail, qu'il y ait des antennes, déjà. Donc, pour finir, ça facilite. Donc, la personne, il m'a déjà, dans là où je suis, par exemple, à l'université, que c'est facile d'accéder à quelqu'un qui peut m'orienter. Donc, c'est par exemple un conseiller psychologique dans une école. On se rend compte aussi qu'on a besoin, parce que c'est comme ça que ça marche, d'intégrer la technologie. Donc beaucoup de jeunes vont commencer déjà par s'informer. Du coup aussi que ces antennes, ils aient une accessibilité simplifiée aussi par l'internet, autre chose, pour finir que je puisse m'informer. Et puis ce qui est important en particulier, par exemple dans une ville comme Genève ou la Suisse où on a beaucoup de ressources, c'est avoir une réflexion un peu d'ensemble. C'est-à-dire comme les acteurs comme nous, comme les services sociaux, comme les services de santé au large, on soit un peu coordonnés pour faciliter la trajectoire. Pour dire, en fait, le plus rapidement possible, un ou une jeune qui demande, par exemple,
exemple, un conseiller à son école un avis, que ce conseiller lui-même soit au courant de, pour finir, qu'est-ce que je peux donner comme conseil à ces personnes, ou vers qui, ou vers quoi orienter, qui soit pertinent par rapport à ce que vit la personne. Et donc, c'est beaucoup une question d'organisation aussi. Les entretiens de Synergie Mag. Comment voyez-vous l'évolution de la santé mentale des jeunes adultes dans les années à venir ? J'ai quand même envie de rester optimiste. Je trouve qu'on s'améliore. Donc ça, c'est aussi mon recul juste au niveau des ressources qu'on a à disposition, des moyens qu'on se donne, de la connaissance qu'on a, de comment on a abordé ça. En même temps, on lutte contre les facteurs qu'on a évoqués avant. Contre peut-être une vision du monde qui est pas évidente, contre des vrais défis, même de l'humanité qui ont un impact sur la santé mentale. Et puis aussi l'adaptation, alors, à l'évolution de notre espace et les technologies, on a parlé des écrans. Et donc, un peu les points, disons, de focus que je verrai pour la psychiatrie, la santé mentale plus large, c'est déjà la bonne intégration de cette technologie. Donc, on a besoin, par exemple, de pouvoir intégrer ces interfaces informatiques, l'intelligence artificielle dans les populations qui cherchent des aides. Donc, on n'est pas encore très très bon dans ça. On a besoin d'ajuster aussi notre manière de traiter les choses pour finir l'évolution des difficultés. Je citais l'exemple de l'éco-anxiété, qui est un domaine en soi qu'on développe. Mais comment vraiment répondre aux jeunes où l'anxiété se base sur cette question spécifique par rapport à l'évolution de notre climat. Ma structure nous-mêmes, on est aussi beaucoup dans la prévention. Et ça, c'est une constante qu'on voit dans beaucoup de branches de médecine comme en santé mentale. C'est un des facteurs pronostiques les plus importants. Plus tôt on intervient, mieux le pronostic. C'est très simple à dire, c'est toute une chose difficile à dire. En même temps, il faut pas surjouer cette carte parce qu'on peut pas non plus prévenir chez tout le monde, on peut pas proposer les choses à tout le monde. Donc dire quel est le moyen le plus adapté d'intervenir chez les personnes les plus vulnérables, les plus à risque, et puis pour limiter la progression des difficultés. Donc par exemple, pour la thématique d'aujourd'hui, quels sont les signes les plus pertinents pour quelqu'un qui pourrait développer un trouble dépressif qui nous permettent d'intervenir plus tôt et éviter pour par exemple des thérapies très lourdes ou très difficiles parce que on intervient précocement sans pour autant proposer quelque chose à tout le monde si beaucoup de ces personnes n'en ont pas forcément besoin parce que on n'a pas forcément identifié les bons signaux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel moi je suis très intéressé, qu'on développe beaucoup. Et c'est un peu la manière même de comprendre les troubles psychiques qui du coup soient ajustés. À titre d'exemple, il y a quelques années, on avait des critères assez rigides pour qu'est-ce qu'est un trouble psychique et c'est une dépression. On dit mais en fait, il faut être un peu plus souple pour ça, savoir mais comment ça se manifeste avant que ce soit grave et quand même que ça soit utilisable pour un clinicien. Les entretiens de Synergie Mag. Quel rôle la société devrait-elle jouer dans la prévention de la dépression et de l'anxiété ? La manière simple de répondre à ça, c'est déjà un peu à mon niveau plus modeste. Donc, pour finir, les structures de soins psychiatriques, c'est cette question pour finir d'avoir des systèmes les plus efficaces, les plus organisés sur lesquels on peut orienter les personnes. Si je me mets à la place de jeunes, et c'est pas compliqué, parce que j'en parle à tous les jeunes, au-delà de la complexité d'être à l'écoute de soi-même, de quelque part reconnaître qu'il y a quelque chose qui va suffisamment mal, que j'ai besoin d'aide, et puis pour avoir quelque part le courage, mais aussi la position pour pouvoir demander de l'aide, même là, c'est pas facile, parce qu'après, on sait, mais en fait, on sait souvent pas à qui demander l'aide ou faire s'orienter. Et là, c'est l'idée de rendre ces choses le plus clair possible. Je parlais d'intelligence artificielle. C'est une question qu'on se pose. Donc, c'est pas du tout l'idée de substituer la thérapie humaine par l'intelligence artificielle, mais peut-être que ça permettrait pour un grand nombre de personnes de plus efficacement orienter leurs demandes avec quelques questions, avec des systèmes assez complexes qui disent, mais en fait, votre problématique mérite telle ou telle structure, telle ou telle réponse, telle ou telle stratégie par rapport à ça. Donc ça, c'est une question. Après, bien sûr, c'est des questions plus larges quand on dit mais qu'est-ce qu'il y a dans notre société qui rend la santé mentale plus compliquée, plus difficile, que ce soit la manière que les gens communiquent, que la place de plus en plus importante que prennent justement ces réseaux sociaux, ces interfaces par écran. Là, je commence à me dire des questions assez importantes à se poser au niveau sociétal. Donc on parle même de la législation quelque part, limiter un peu les choses et puis même des choses beaucoup plus larges. Par exemple, le changement climatique. Donc je suis psychiatre, je suis pas du tout climatologue ou politicien, mais de se dire oui, si on arrive concrètement, et ça j'en suis convaincu, prendre des mesures où on pense limiter ce qui se passe au niveau climatique, je suis certain que pour beaucoup de jeunes, ça limiterait la pression qu'ils vivent dans le monde actuel. Donc ça, c'est quelque chose qui est un exemple d'un changement sociétal qui pourrait avoir un impact sur la santé mentale. Et c'est plus globalement de prendre soin de notre monde au sens large pour, quelque part, le bien-être et la confiance et l'optimisme des jeunes générations. Comment favoriser un environnement plus humain et des relations plus saines ?
une manière directe, c'est aller vers les autres. Je vais donner un exemple qui me parle, passer un peu sur un niveau où j'ai l'impression d'avoir quand même un petit impact. Comme j'ai dit, je suis aussi enseignant à l'université, notamment à la faculté de médecine, et puis c'est une question qui se pose beaucoup maintenant. Alors c'est un peu banal, mais je crois que c'est en lien avec la question que vous évoquez. C'est l'enseignement par visio, à distance. C'est-à-dire, souvent les étudiants, c'est plus pratique pour nous de rester chez nous et de pouvoir voir le prof sur l'écran, puis comme ça, c'est plus efficace, on peut même l'enregistrer. Puis j'ai une question, beaucoup d'enseignants se disent oui, mais l'enseignement, c'est pas uniquement un sujet qu'on va restituer par visio, par autre, c'est aussi le fait d'être avec les autres, de partager, de se déplacer. Ça fait partie de la société. Du coup, j'en ai dire, mais c'est au final pas forcément une bonne idée. On commence à favoriser des enseignements certes plus commodes, plus simples, mais où tous les étudiants sont chez eux à faire leurs études devant les écrans, que quand même maintenir ce truc, mais je vais quand même être avec les autres, ce qui fait que pendant la pause, je suis à la cafétéria avec les collègues, avec les amis, et c'est des exemples de choses où on doit être attentif pour finir ce vers quoi nous pousse la technologie. Et parfois, ce qui ressemble à une simplification ou rendre quelque chose aisé, peut-être c'est un prix qu'on n'a pas forcément envie de payer si on réfléchit aux conséquences. Les entretiens de Synergie Mag. Quelles solutions individuelles peuvent aider à se protéger? Par exemple, poser ses limites, suivre une thérapie ou adopter une bonne hygiène de vie. Alors, la bonne hygiène de vie, c'est un bon point de début, donc, parce que ça peut presque toujours aider. Donc, à la fois parce que, du coup, on prend soin de son corps, ça a un impact sur notre santé mentale, notre psyché, mais aussi parce qu'on prend soin de nous. Donc, on est en train de se dire, je prends soin de moi, qui a aussi un impact sur la santé mentale. Après, je reviendrai à ce que je dis par rapport à être à l'écoute de soi, chercher cet équilibre, échanger avec les autres, qui sont toutes des choses aussi importantes pour sa santé mentale. Et puis, alors, évidemment, je suis psychothérapeute, donc je suis un peu biaisé pour les psychothérapies. C'est pas le seul moyen, mais le fait d'avoir cette exploration des questions qui sont importantes, on n'a pas forcément besoin de faire beaucoup. Ça peut rapidement nous orienter sur ce qui est. Je reprends l'exemple de cette jeune femme que j'ai vue hier par rapport à son trouble bipolaire. On a abordé beaucoup de choses, mais moi, c'est pas quelqu'un que je suis directement, donc je l'ai vu dans l'équipe. Et juste le fait de prendre avec elle à peu près 15 minutes pour retracer un peu le cours de sa vie en posant quelques questions, elle a dit, mais en fait, juste ça m'a aidé à me poser des questions que je me suis pas tout à fait posées avant, qui me donnent quelques indices de ce que je peux faire pour me sentir mieux, pour aller mieux. Donc, quand on échange, ça nous permet de revisiter des questions avec un vue extérieur qui peut souvent être aidant. Quels changements sociaux seraient nécessaires pour briser le tabou autour de la dépression et de l'anxiété? C'est super intéressant comme question parce que ça me fait penser à un professeur Sartorius qui est très connu dans le domaine, qui était le chef de la branche psychiatrique de l'OMS, qui habite à Genève et que j'ai eu la chance de rencontrer, échanger un petit peu. Et puis le stigma est quelque chose qu'il connaît beaucoup. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup été derrière des campagnes de sensibilisation par rapport au stigma. Ce qui est peut-être moins encourageant, c'est que le fait de parler du stigma en soi, sans pas être si efficace que ça. Et ce que moi je retire comme réflexion de ça, c'est qu'il faut aussi que un peu l'ensemble de la société se rende compte qu'on parle de quelque chose qui nous concerne tous. Et du coup, juste qu'on en parle, mais au sein des personnes qui n'ont, plutôt que de donner des leçons, de donner des informations, c'est de rendre attentif que c'est fréquent. À peu près la moitié de la population, à un moment ou à un autre, va avoir un trouble psychique selon les codes diagnostiques actuels. Donc on peut pas du tout dire que c'est rare, mais quand on parle à des personnes ou même des jeunes, et parfois la honte qui va avec, on a l'impression que c'est très rare. C'est vraiment pas normal d'avoir ça. Et puis du coup, si je demande de l'aide, ça montre que c'est un problème. Donc quelque part, juste rendre attentif à quel point nous sommes tous entourés de ça et de rendre ça plus visible. Alors on a déjà fait beaucoup de chemin par rapport à ces 2 dernières décennies par rapport à ça, si je parle de ma vision personnelle, mais je pense effectivement qu'il y a encore du chemin à faire. Les entretiens de Synergie Mag. Comment, selon vous, redonner de la valeur à la lenteur et au sens de nos vies personnelles? Alors sens, oui, c'est très important et ça va avec la communication, avec l'échange. On est des êtres sociaux, donc c'est quelque chose qui aide. Il faut se poser des questions pour trouver un sens. Et puis quand on l'a pas, c'est-à-dire je cherche à trouver quelque chose. Ça peut être des sens très larges de qu'est-ce que je vise, mais même des sens très basiques. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que je fais ça? L'autre partie de votre question, elle est intéressante, la lenteur, parce qu'elle semble suggérer que c'est quelque chose qu'on devrait viser. Oui et non, parce que oui, peut-être des fois les choses vont trop vite, on a besoin de prendre un peu de distance, mais en même temps le monde change. Le monde est clairement plus rapide, il y a plus d'informations, il y a plus de technologie. Donc, c'est pas juste dire il faut être plus lent, mais il faut aussi pouvoir s'ajuster à s'adapter. Ça, c'est quelque chose d'autre que je vois à des jeunes d'aujourd'hui. Alors, avec le petit recul que j'ai, je vois même la manière de gérer des informations, d'intégrer des choses. Je vois des changements par rapport à avant. Et c'est pas forcément mauvais. Donc, une des richesses, et j'ai commencé en parlant de mon intérêt pour le cerveau humain, une des richesses de notre cerveau, c'est sa plasticité. C'est le nombre de choses à laquelle on peut s'adapter. Donc, c'est tout à fait possible. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir
avoir suffisamment de recul pour orienter cette adaptation dans la bonne direction. Donc, je sais pas s'il faut forcément être lent, mais pouvoir gérer cette rapidité que notre société, que notre environnement demande de manière la plus équilibrée possible. Et c'est important parce que le petit risque que je verrais, c'est pour certaines personnes, ils disent, pour être pro-blanc, en fait, je dois m'extraire de la société. Donc, je vais aller sur une montagne, isoler tout ça. Et vous avez bien entendu l'importance que j'ai mis à l'interaction avec les autres. Donc, je suis pas convaincu que c'est vraiment une solution qui convienne à tout le monde. Donc, il y a un équilibre à trouver de rester dans la société, de rester connecté les autres, mais aussi pouvoir s'adapter à notre environnement, aux exigences du monde actuel. Les entretiens de Synergie Mag. Quel message aimeriez-vous adresser aux personnes qui traversent actuellement une anxiété ou une dépression? Je vais rester simple, parlez-en, informez-vous, mais de plusieurs sources, et n'hésitez vraiment pas à demander de l'aide. Les entretiens de Synergie Mag. Merci beaucoup, Avec plaisir. Dr Curtis, pour la qualité de vos éclairages et pour la clarté de vos explications. J'ai trouvé cet échange particulièrement touchant et enrichissant. Étant jeune moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup pour votre disponibilité et je pense que cet entretien peut réellement aider à mieux comprendre et à mieux accompagner. Merci pour l'opportunité. Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie